Chapitre 30. Névrose expérimentale. 6722 ignorait que les êtres humains l'appelaient cobaye et qui lui avait attribué le numéro 6722. Mais c'était sans importance. Porté à sa connaissance, ces informations n'eussent rien changé pour lui. Une seule chose comptait dans sa vie, sa mère. Ou du moins, l'objet qu'il prenait pour sa mère, un pantin grotesque avec un peu de fourrure. 6722 était l'un des nombreux bébés singes sur lesquels on réalisait une des multiples expériences de névrose expérimentale. L'étude dont il était le sujet consistait à induire un état dépressif chez des enfants macaques rhésus en les laissant s'attacher à une fausse mère, se transformant par moments en monstres qui pouvaient sérieusement les blesser. 6722 était un très jeune enfant, de la masse d'un chat. Sa tête n'était pas plus grosse qu'une mandarine. Ses yeux clairs, proportionnellement grands, exprimaient l'anxiété. Sa mère se comptait parmi celles qui se hérissaient soudainement de piquant, sur commande d'expérimentateurs ou d'expérimentatrices, pouvant à loisir observer ses réactions à travers des vitres. Son corps chétif était couvert de douloureuses piqûres et griffures. Ces épreuves s'étaient déroulées plusieurs fois au cours de la journée. Confirmant les nombreuses autres expériences identiques effectuées sur différents sujets, 6722 n'avait pas cessé de s'agripper à l'objet dont il était affectivement dépendant. Mais à présent, il faisait nuit. Les scientifiques dormaient paisiblement dans leur foyer. Les piquants ne jaillissaient plus pour mesurer le besoin d'amour du petit singe. Il avait pu s'assoupir. Secoué par les cauchemars qui hantaient son sommeil agité, l'enfant menu serrait ses doigts sur le pelage de sa mère factice, une peau de lapin çà et là souillée par son sang. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Son visage, habituellement parcouru de tics nerveux, se détendit. Ses poings crispés se décontractèrent. Les tremblotements de son corps cessèrent. S'éveillant calmement, il ouvrit ses grands yeux qui n'exprimaient plus la moindre trace d'affre. Une mystérieuse source de douce quiétude s'épandit en lui, dissolvant ses tourments dans l'oubli et anesthésiant les douleurs physiques infligées par les piquants. Quelque chose parlait en lui. Quelque chose parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Parler parce qu'il n'existe pas de terme pour décrire ce qu'il recevait dans son esprit. Ce n'étaient pas des mots humains, bien sûr, mais des concepts de singes. Non pas des noèses qui s'imposaient en prenant la place des siennes, plutôt des pensées qui se comportaient comme des idées que l'on entend, mais que l'on est libre d'approuver ou de refuser. Ce quelque chose, nous l'appellerons l'influence. Il est impossible de narrer précisément la conversation silencieuse qui se passait dans l'esprit du petit macaque. Pour en donner une idée très vague, nous ne disposons d'aucun autre moyen que celui de traduire en mots humains. « Tout va bien maintenant », dit entre guillemets l'influence. « Ta maman est désolée que tu sois blessée. Ce n'est pas elle qui contrôle ses piquants. Elle t'aime de tout son cœur et ne te veut que du bien. » L'enfant plongea son regard avide de tendresse dans les yeux en plastique de sa mère et frotta sa joue sur la fourrure. Il émit un gémissement exprimant une pensée que les mots « maman chérie » étaient les plus aptes à traduire. Il ne pensait pas « maman », bien entendu. Cette notion est humaine. Mais « maman » est le mot de notre langue le plus proche de la conception mentale qu'il se faisait de celle qui était pour lui. 6722 ne sentait plus ses blessures. Il n'avait plus peur et son besoin de tendresse était comblé par la certitude que sa mère l'aimait. Il savourait avec bonheur une ataraxie qu'il n'avait jamais connue. Et pour cause. L'influence lui suggéra de quitter sa cage de grillage et de verre pour goûter la liberté tout en lui faisant savoir comment s'évader. Le bébé sortit son bras à travers une partie grillagée et tira sur une goupille de sécurité retenue par une chaînette. Il dut forcer et essayer plusieurs fois en étirant son membre, mais il parvint à l'extraire de son logement. Cette première réussite libéra le loquet qui gardait la prison fermée. Il fit glisser ce dernier assez facilement et poussa la porte qui s'ouvrit. La certitude que sa mère l'avait regardé faire et qu'elle était fière de lui le remplit d'une douce félicité. Sortant de son minuscule lieu de détention, une cage de 30 centimètres de côté, il se retrouva sur une longue et large étagère qui courait tout le long d'un mur à 1,30 m de hauteur. Elle portait de nombreuses cages analogues,
enfermant d'autres petits macaques qui souffraient de différents types de mers monstres. On y voyait aussi de singes adultes prisonniers de dispositifs de contention qui immobilisaient leurs membres, leurs bustes et leurs têtes. L'un d'eux était trépané, son crâne étant surmonté d'une plaque d'où sortaient des électrodes. Leurs yeux gonflés de terreur suivaient les mouvements de 6722. L'influence glissa dans l'esprit de 6722, des pensées qui ressemblaient à cela. Tous ceux qui sont là souffrent. Tu vas les libérer. Ta mère te regarde faire. Elle sera si fière de toi. La joie engendrée par cette idée accéléra les battements de son minuscule cœur. L'influence le guida en direction d'un tiroir dans lequel elle lui fit saisir le tube acheté par Adam Polycante. Elle aida à ouvrir cet objet pour enduire ses 4 mains de latex liquide. Opération peu commode, car il fallut la réaliser sur le dos, afin d'éviter que ses 20 doigts ne fussent en contact avec quelque chose. Cela fait, elle lui recommanda de rester quelques minutes sans se relever, en agitant doucement ses membres pour accélérer le séchage du latex. Quand celui-ci eut durci, le quadrumane fut équipé de 4 gants sur mesure souples et fins. Toujours sous l'influence de cette volonté extérieure bienveillante à son endroit, le jeune animal se débarrassa du tube en le laissant tomber derrière le meuble de ce tiroir. Ce dernier refermait d'autres objets parmi lesquels l'influence lui fit prendre une seringue, puis déchirer l'enveloppe stérile qui la protégeait. Ensuite, elle le dirigea vers un flacon et l'aida à l'ouvrir pour remplir la seringue. Ces manipulations complexes se faisaient lentement et gauchement, car ces objets étaient énormes dans ses petites mains, mais il parvint à accomplir tous les gestes nécessaires pour obtenir une seringue pleine. La douce volonté envoya un train de représentation mentale pour lui suggérer « Le mieux serait de commencer par ceux qui ne trouvent aucun repos ». Elle le guida vers les 2 adultes qui le regardèrent arriver. Ils avaient tant d'angoisse et de souffrance dans leurs yeux qu'il n'y avait plus de place pour la curiosité. L'enfant souleva la seringue, qui à son échelle était aussi grande qu'un tuyau de poêle. Il piqua l'un des sujets d'expérience dans le cou et lui injecta une partie du produit. Le cobaye trouva aussitôt le repos éternel. Le second fut libéré par le même radical et tragique moyen. Ensuite, l'influence l'assista pour remplir la seringue afin de mettre un terme aux souffrances des 12 autres enfants. Ils dormaient tous, cramponnés à leur mère factice. Cela lui prit presque un quart d'heure, car il dut ouvrir autant de portes pour entrer dans chaque cage. Quand ce fut fini, les minuscules corps étaient tous sur le sol de leur mini-geôle. Certains avaient encore un pouce dans la bouche. 6722 était dans un état second. Il ne savait pas vraiment ce qu'il venait de faire, mais il sentait sur lui le regard fier et bienveillant de sa mère. Alors, les pensées que l'influence introduisit dans l'esprit du petit macaque eussent pu être traduites ainsi. Ce serait bien à présent d'accomplir une importante mission. Il faut que tu sortes d'ici. Ta maman veille sur toi. Elle t'aime tellement fort. Avec l'aide de l'influence, l'enfant singe remit la seringue et le flacon à leur place. Ensuite, il monta sur un évier et essaya d'ouvrir le robinet, car la source des pensées qu'il recevait voulait qu'il boive. Il ne parvint malheureusement pas à faire couler l'eau. Le robinet était trop serré pour lui. L'influence résolut à abandonner et lui fit faire le reste de ce qu'elle avait prévu. Il grimpa le long d'un tuyau dans un angle de mur. Près du plafond, il souleva une grille pour se glisser dans une gaine d'aération. Vu sa petite taille, il pouvait s'y déplacer facilement. Il sentit un léger courant d'air frais sur son visage. C'était une sensation nouvelle plutôt agréable. L'influence guida ses pas sur une quinzaine de mètres dans la pénombre. Puis elle lui fit ouvrir une seconde grille, le plus silencieusement possible, pour sortir du conduit et entrer dans une pièce qu'il ne connaissait pas. Ce qui n'avait rien d'extraordinaire, puisqu'il n'avait vu que 2 pièces dans sa vie. Celle qui venait de quitter, son lieu de travail, entre guillemets, et celle dans laquelle il était né, dans l'élevage de matériel d'expérimentation, selon les termes employés dans le milieu de la vivisection pour parler des cobayes. Toujours en partie assisté par l'influence, l'enfant descendit le long du tube de protection d'un câble électrique pour se retrouver sur le sol. 2 militaires armés gardaient ce lieu.
Avachi sur une chaise, la tête dans le creux de son bras replié sur une table, le psychiatre chargé de les surveiller essayait de se reposer. Dans un angle, un homme dormait sur un lit de camp. Luttant contre le sommeil et l'ennui, les deux gardes attendaient la relève avec impatience. Mais elle ne serait pas là avant une grosse demi-heure. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir ou de regarder leur smartphone. La présence de celui qui ronflait sur son matelas leur enlevait toute envie de se risquer à braver cette interdiction. C'est justement vers ce corps allongé que l'enfant se dirigea. Aussi silencieux qu'un nuage, il s'empara des chaussettes que le dormeur avait laissées au pied de son lit, dans ses Rangers impeccablement cirés. Le petit primate sauta ensuite sur une chaise, de celle-ci sur une table, de cette dernière sur un meuble et de là sur une poutre sous laquelle était fixée une caméra. Enchaînement de lestes manœuvres effectuées hors de vue des hommes de cet objectif. Le jeune cobaye couvrit ce dernier avec une des chaussettes. Par une nouvelle série de bonds, il atteignit ensuite un deuxième appareil de surveillance, qu'il neutralisa avec la seconde chaussette. Durant ces opérations, l'influence le confortait dans la conviction que sa mère l'aimait, qu'elle le regardait faire et qu'elle était très fière de lui. La dernière étape de la mission étant la plus difficile, l'influence dut prendre le contrôle total des petites mains. Il s'agissait d'utiliser un clavier pour ajouter quelques lignes de code dans un logiciel, changer la valeur de 3 constantes et modifier un algorithme. L'ordinateur se trouvait dans un angle non visible par les deux hommes, seulement sous le champ des 2 caméras aveugles. 5 minutes suffirent. L'influence savait que l'enfant aurait très bientôt un crucial besoin de s'alimenter et surtout de s'hydrater. Elle arrivait à anesthésier sa faim et les douleurs infligées par les piquants de la mer monstre. Mais ses sources en énergie et en eau ne tiendraient plus très longtemps. En attendant de pouvoir absorber quelque chose, il devait se reposer un peu. Le temps comptait pour le sauver. Elle le fit de nouveau entrer dans la gaine d'aération et le guida sur une 20aine de mètres jusqu'à une ouverture débouchant sur la sortie à l'air libre. Là, elle lui donna envie de sauter sur une branche, de descendre de l'arbre et de courir dans l'herbe vers la gare SNCF, qui se trouvait à quelques 500 mètres. Il était presque 1 heure du matin. Le quai de la poste était pour ainsi dire désert. Elle le fit entrer dans un wagon postal, plein de sacs de toile emplis de courriers et lui envoya des pensées. « Trouve un petit recoin confortable et repose-toi. Ta mère qui t'aime veille sur toi. »